non svenu medenolo sulupu prosoligones titozen totelos ochronos apeti. Il arriva enfin un moment où l'on apprécia en lieu et à leur juste valeur mes compétences médicales. Je fus nommé Felcher au 8e OZTB, bataillon des tracteurs de réserve, stationné pour l'heure à Poltava. Sous les ordres du lieutenant-chef Vodopian et du commissaire politique Karyakin, 2500 conducteurs de tracteurs et mécanos qualifiés dans le civil étaient devenus, comme il se doit, conducteurs et mécanos de tanks. L'ennui, c'est qu'il n'y avait pas de tanks. Pour l'instant, ils étaient donc mobilisés et consignés dans leur caserne à Poltava et, en attendant une hypothétique livraison de blindés, poursuivaient leur instruction militaire à l'aide de fusils en bois. Moi qui n'avais pas à attendre les tanks, je passais mon temps à vérifier l'hygiène des latrines, la qualité de la cacha dans les cuisines roulantes et le nombre et la couleur des poux dans les coutures des chemises. Un matin de septembre, ce fut le branle-bas général. Chacun prit son barda, on forma les rangs, on fit l'appel. Le commissaire politique passa en revue la colonne, s'informa si j'avais tout mon matériel et s'enquit surtout du coton hydrophile, de la gaz et des pansements. Nous nous dirigeâmes vers la gare. Plusieurs trains nous attendaient sur une voie de garage. Nous les remplîmes, et les convois s'ébranlèrent dans la nuit. La destination d'un convoi est toujours un secret militaire, mais nous le savions par le téléphone arabe. Nos affaires allaient très mal dans la région de Dniepropetrovsk, éloignée de nous seulement d'une centaine de kilomètres, et c'était là que nous allions. L'aller s'est bien passé. Le train, en faisant un grand crochet pour éviter les zones dangereuses, nous déposa à Signelnikovo, à l'est du Dniepropetrovsk. Nous étions à une vingtaine de kilomètres du grand port fluvial. Le train n'allait pas plus loin, pour la bonne raison que les Allemands avaient déjà pris Dniepropetrovsk et le barrage Dnieprogress, dont le courant électrique alimentait une grande partie de l'Ukraine. Toutes ces villes se trouvaient sur la rive ouest du Dniepr, et le fleuve seul nous séparait des tanks ennemis. La rive est ouvrait l'accès aux mines de Donbass et laissait la voie libre pour prendre Kiev à revers. Pourtant, vu notre armement, je ne voyais guère comment notre venue au secours des défenseurs de Dniepropetrovsk pourrait renverser le cours des choses. Nous fîmes pourtant une vingtaine de kilomètres à pied, contournâmes les faubourgs est de la ville avant de traverser un affluent du Dniepr dont je ne sus jamais le nom. On nous plaça dans des tranchées, préparées longtemps avant notre arrivée. Ces abris étaient très bien conçus, en zigzag, sur plusieurs rangées en profondeur, et couvraient la rive est du grand fleuve au-dessus de la boucle, sur plusieurs kilomètres. Nous nous y installâmes durant la nuit. Le fleuve était caché par une chaîne de collines. Nous n'étions toujours pas armés. Pas un fusil, pas une mitrailleuse. Nous devions recevoir notre armement, nous dit-on, au cours de la journée suivante. Il nous était interdit de sortir des tranchées, sauf en cas de besoin urgent. Le commissaire politique Karyakin, en passant devant celle où je me tenais avec mes 6 infirmiers, sans rien faire, me recommanda d'aller faire une petite visite médicale à travers les autres tranchées, pour voir s'il n'y avait pas de malades. Tout paraissait calme, même les cuisines semblaient nous avoir oubliés. En fin de journée, on nous distribuait tout de même quelques centaines de fusils et mitraillettes, et même une douzaine de mitrailleuses toutes neuves. Les cuisines roulantes n'étant pas venues, nous attaquâmes les rations sèches de nos havresacs. Tard dans la nuit, tout changea. Les starschinas se mirent à parcourir les tranchées pour nous faire sortir et nous dire de ne rien laisser, de ne rien oublier. Un ordre venait d'arriver. Nous retournions là d'où nous venions. Dans la nuit noire, la colonne s'étira vers l'est, en direction du pont de Novomoskovsk, que nous avions traversé en sens inverse et que nous atteignîmes avant l'aube. J'étais avec mes infirmiers, à côté d'un chariot attelé d'un cheval, sur lequel il y avait tout mon barda médical. Selon le dispositif habituel, le service médical fermait la marche. La traversée de la rivière se fit dans un certain relâchement, car nous étions conscients d'avoir laissé les Allemands à 20 ou 25 km derrière nous. C'était un petit affluent du Dniepr, pas très large, mais aux berges escarpées, et le pont était lui-même long de quelques centaines de mètres. Tout commença après les traversées. Nous avions fait à peu près 300 mètres lorsque mon infirmier, regardant derrière lui, s'écria « Regardez, docteur, on dirait qu'ils sortent de dessous le pont. » En effet, dans la brume épaisse de l'aube, des hommes en tenue militaire sortaient des bas-côtés. Certains portaient des tubes longs et gros, que je voyais pour la première fois. Plus tard, j'appris que c'était des Minenwerfer, c'est-à-dire des mortiers de tranchée.
Ils se mirent en marche derrière nous en file indienne, sur les bas-côtés de la route. Je n'étais pas tranquille. Le chef de notre bataillon n'était pas loin. Il marchait à côté de la colonne, entouré de son état-major et de 2 fusils mitrailleurs, lorsque j'attirai son attention sur les intrus qui progressaient derrière nous. Soudain, inquiet lui aussi, il s'arrêta, vérifia si les bandes de cartouches étaient introduites dans les fusils mitrailleurs et donna l'ordre aux mitrailleurs de laisser passer la colonne et de la couvrir. Les soldats qui avançaient derrière nous étaient armés de mitraillettes, de pistolets mitrailleurs et de mitrailleuses. On distinguait mal leurs armes qui brillaient au soleil levant, mais nous vîmes distinctement qu'ils portaient tous l'uniforme de l'armée rouge. Ils se rapprochèrent à 100 ou 150 mètres. Puis, brusquement, ils se couchèrent sur les 2 bords de la route et se mirent à tirer sur nous. La panique indescriptible. Nos gars étaient en colonne assez compacte, aussi les premières rafales des mitrailleuses les fauchèrent-elles par dizaines. Toute la colonne, dans un premier mouvement instinctif de défense, se coucha par terre et nos fusils mitrailleurs se mirent à cracher. Les Boches, car c'étaient bien des Boches habillés en tenue de l'armée rouge, se groupèrent alors et mirent en batterie les Minenwerfer. Une des premières victimes fut le cheval de mon chariot, qui eut la patte coupée en 2. Fou de douleur, il se mit à sauter sur 3 pattes au milieu de nos soldats couchés. Une âme charitable l'abattit presque aussitôt. Un obus tomba sur mon chariot, le déchiqueta, et je me retrouvai au milieu de plusieurs gros paquets de coton et de pansements. Nous avions la supériorité du nombre, mais seulement 300 ou 400 d'entre nous étaient armés. Eux n'étaient pas plus de 100 ou 150, mais ils étaient parfaitement armés et bénéficiaient de la surprise. La partie n'était guère égale. Pourtant, nos fusils mitrailleurs se ressaisirent bientôt et commencèrent à faire mouche. Puis notre artillerie fut prévenue, nous ne sûmes jamais comment, et elle commença à donner. Malheureusement, l'impact des obus était très imprécis. À la pluie des balles et obus allemands s'ajouta une grêle d'obus russes qui tombèrent sur nous aussi bien que sur eux. Carnage inimaginable. Les Boches faisaient des coupes sombres chez nous, mais souffraient aussi. Leurs rangs s'éclaircissaient. On voyait de temps en temps un de leurs se soulever et s'écrouler à la renverse, frappé de plein fouet à la tête. Je vis même une tête séparée d'un corps tomber toute seule, comme si elle venait d'être coupée à la hache. Quelques-uns de nos mitrailleurs se glissèrent par les bas-côtés, en direction du pont, et coupèrent la retraite à nos assaillants. Entre-temps, les canons avaient allongé leurs tirs, et balayaient désormais tout le tronçon de la route jusqu'au pont. Nous étions si près les uns des autres qu'une plus grande précision était impossible. Les jappements des Minenwerfer allemands se turent, un à un, hors de combat. Je m'aperçus alors qu'au-delà des baluchons de coton et des pansements qui m'avaient sans doute sauvé la vie, toute la chaussée, sur des centaines de mètres, était jonchée de cadavres déchiquetés et ensanglantés. L'affrontement avait duré 2 longues heures. Lorsque les Boches s'aperçurent qu'ils n'étaient plus assez nombreux pour continuer, un des leurs accrocha un mouchoir blanc à son fusil mitrailleur et ils se rendirent. Notre artillerie arrêta le carnage quelques minutes plus tard. Les Boches se levèrent, jetèrent leurs armes au milieu de la chaussée, levèrent les bras en l'air et attendirent. Il n'en restait que 12. Un sergent-chef, le fusil mitrailleur à la main, et quelques soldats armés s'approchèrent des prisonniers et constatèrent que tous portaient l'uniforme de l'armée rouge. Ils avaient simplement retroussé le bas de leurs manches de vareuse pour pouvoir se reconnaître entre eux. Ce détail fit déborder le vase de la haine. On ne fit pas de prisonniers ce jour-là. Un de nos gars, dont le frère venait d'être tué, sortit un couteau de sa botte et le planta dans la poitrine d'un Allemand qui se trouvait devant lui. Après, tout se passa très vite. Le sergent-chef donna son fusil mitrailleur à un soldat, prit une mitraillette, et d'une seule rafale, les liquida tous. Notre bilan était lourd. Le chef du bataillon et son commissaire politique avaient été tués dès les premiers instants, ainsi que 5 de mes infirmiers, sur 6. Quelques ambulances et camions alertés arrivèrent pour transporter nos blessés, mais le nombre des morts était infiniment supérieur. On emporta les blessés, on rangea les cadavres sur les bas-côtés, il fallait bien libérer la route, et l'on fit l'appel. Nous étions 170 survivants sur 2500. Nous, les rescapés, attendîmes les camions qui devaient nous ramener. Où, je ne sais plus. Je me souviens que nous ressemblions plus à des garçons bouchers qu'à des soldats. Je décidai de profiter de la rivière pour me débarbouiller. J'enlevai mon casque et essayai d'oublier dans la fraîcheur de l'eau le cauchemar du matin. Mon infirmière, Ola, la seule femme du bataillon, rescapée comme moi sans une égratignure, me rejoignit. En me regardant, elle écarquilla les yeux, fit un signe de croix, pointa son index vers ma tête et l'air effrayé balbutia. « Docteur, tu es tout blanc. » Je me penchai vers la rivière et me regardai dans l'eau. Mes cheveux étaient devenus tout blancs,
J'avais 31 ans. Noson zesfenu meden olos ylypu prosoligon estitozen to telos o chronos apeti